Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette première partie du cours consacré à l'apprentissage du langage C#. Durant ce cours, je vais vous montrer comment apprendre le C# à travers l'apprentissage d'une base de données, la conception d'une base de données, que nous allons faire ensemble, de la modélisation jusqu'à la création de l'installable, comme vous pouvez voir dans le sommaire. Donc nous allons à travers ce cours vous montrer les différentes parties. Donc j'ai essayé de diviser le cours en 7 chapitres intitulés dans le sommaire. Donc le titre ça porte sur l'apprentissage du C# par la pratique. Nous avons choisi le thème de gestion des commandes des clients d'un restaurant, un thème que j'ai pris juste pour vous montrer comment développer une application, une base de données à travers le langage C#, donc un langage orienté objet qui a une similitude, une proximité avec les langages tels que le Java, donc qui vous permet effectivement pour ceux qui développent en Java de pouvoir passer de Java par exemple à la plateforme .NET, le Visual Studio, ou vice versa, ou de quitter de C# facilement pour migrer vers Java. C'est la facilité y est. Donc dans ce cours, je vais donc vous présenter rapidement les différents chapitres que nous allons aborder, à savoir la modélisation pour la première partie. Donc cette première partie, nous allons vous apprendre comment modéliser cette base de données, petite base de données que j'ai choisie juste pour le besoin de la démonstration. Donc nous allons vous montrer comment modéliser et générer à partir de Power AMC, qui est un outil très efficace de modélisation. Comment générer après modélisation les différents modèles de données, à savoir le modèle logique de données qui sera issu du modèle concepteur de données que nous allons faire. Après le modèle logique de données, nous allons également faire le modèle physique. Et de ce modèle physique, nous allons générer le script de création de la base de données qui sera directement implanté dans SQL Server. Donc à partir de PowerMC, nous allons générer automatiquement les objets tables que nous allons obtenir à partir du modèle physique. Nous allons directement les générer dans SQL Server 2008, la version 2008 que j'ai choisie. Et donc vous allez apprendre comment à partir de PowerMC, à partir de cette partie, comment à partir de PowerMC, je disais, créer directement les objets d'une base de données existante, bien évidemment. Alors à partir de cette base de données que nous allons créer, nous allons procéder à la création de l'application. Donc on a créé le modèle à travers PowerMC, qui nous a permis de générer les objets tables de la base de données que nous allons créer dans SQL Server. Et à partir de cette base de données qu'on a créée dans SQL Server, nous allons créer un projet sous Visual Studio 2010. Et nous allons, à partir de Visual Studio 2010, pouvoir interconnecter la base de données SQL Server avec notre projet de gestion de commandes de restaurant. Et à partir de ce chapitre, donc ça c'est le chapitre 2. Le chapitre 3, nous allons donc créer les interfaces. Donc nous allons montrer comment créer un formulaire et y déposer les contrôles standards et d'autres contrôles suivant les besoins. Au chapitre 4, nous allons également aborder la création des classes et aborder par la même occasion aborder le développement proprement dit de l'application. Au chapitre 5, nous allons vous montrer comment créer un état à partir des requêtes, de procédures stockées, des vues que nous allons générer dans la dataset de l'application. Au chapitre 6, nous allons donc apprendre à créer l'exécutable, comment générer l'exécutable, et à partir de l'exécutable, nous allons apprendre comment créer l'installable de l'application avec un autre outil que nous allons utiliser, le InnoSetup. Donc allons-y pour la première partie, la modélisation, la génération de la base de données. Donc je vais lancer
À partir de ma barre d'outils, je vais lancer l'outil PowerAMC. À partir de là, à partir de l'outil PowerAMC, je vais lancer. Donc, je vais donc créer le modèle. Alors, je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit. Donc, il s'agit donc de voir dans un restaurant en tant que client. Quand je viens, je passe ma commande pour avoir un plat, deux plats. Donc, à partir de là, le processus commence déjà, le mécanisme d'information commence. Donc, un client vient dans un restaurant, demande au gérant du restaurant de lui livrer un ou deux plats. Donc, et à partir de là, il a droit à ces plats. Et après la consommation, on lui délivre la facture, donc il va être l'addition. Et donc, à partir de cette addition-là, il a une facture qui va être générée à partir de l'application. Donc, on l'enregistre dans l'application. S'il est déjà un client qui est un abonné, s'il n'est pas abonné, donc là, on pourrait peut-être trouver un moyen de pouvoir enregistrer sans pouvoir stocker ses renseignements. Donc, à partir de ce mécanisme, nous allons donc gérer de manière à ce que quand un client vient, il puisse passer la commande et puis que l'on puisse, à travers l'habitude, en fait, à travers l'abonnement du client, enregistrer ces informations et pouvoir générer à partir de là une facture et après suivre le prêt, l'évolution, le mécanisme d'évolution de ces clients-là. Donc, un peu, c'est l'idée de cet exemple-là. Donc, pouvoir gérer les commandes des clients et à partir de ces commandes-là, fournir les plats à ces clients et puis générer les factures associées. Donc, un peu l'idée. Alors, je vais donc créer un modèle. Je choisis créer un modèle à partir de PowerAMC. Je choisis modèle concepteur de données et je donne le nom. Donc, je vais écrire MCD underscore, je vais écrire MCD commande, je vais nommer comme ça commande restaurant. MCD commande restaurant. Clique sur OK. Voilà. Donc dans le PowerAMC, donc j'ai ma palette ici qui me permet donc de créer les différents modèles. Donc je vais choisir dans la palette le modèle entité. Donc c'est un modèle entité association. Donc je clique sur entité et je vais déposer dans l'espace de travail. Donc ensuite je vais cliquer sur le pointeur pour pouvoir modifier l'objet que j'ai glissé dans l'espace de travail. Je vais double-cliquer là. Ensuite, je vais changer le nom. Donc, je vais d'abord créer l'entité client. Client, donc, supposant déjà à partir de mon modèle que je viens d'énumérer qu'un client, il vient, il passe sa commande, et puis donc commander plusieurs plats. Et à partir de là-bas, il est servi. Et à partir de cette commande, on génère la facture. Donc, je vais créer l'entité client. Je spécifie ses attributs à partir de l'onglet attributs. Donc, dans la colonne nom, je vais spécifier le premier attribut. Donc, je vais dire par exemple num client. Donc, le numéro d'identification du client. Je spécifie le type de données du client. Si je prends par exemple, je vais prendre Antillon. Dans la base de données, je souhaiterais que cet identifiant-là soit automatique. Donc, ne soit pas saisi par l'utilisateur final. Donc, ce sera généré automatiquement. Donc, je vais choisir Antillon et ensuite, au niveau de la base de données, je spécifierai que cet identifiant-là est automatique, donc auto-incrémente. Pour le cas spécifique de SQL Server, ça sera Identity. Je clique sur OK. Ensuite, je spécifie que cet identifiant-là est obligatoire. Donc, et également, c'est la clé primaire. Constitue la clé primaire de cette entité-là. Donc,
primaire plus tard. Donc principal, donc le P signifie principal, identifiant principal, et puis le O qui est obligatoire, donc un champ qui sera renseigné automatiquement. Je spécifie le nom, je mets donc la deuxième colonne ou le deuxième attribut du nom client. Type de données, je choisis caractère variable qui équivaut à varchar plus tard. Je mets la taille, le nom du client, donc le nom de famille par exemple, je peux dire, il peut être composé de 25 caractères, le nom de famille. Ensuite, je mets l'attribut, je dis que ça c'est obligatoire. L'attribut suivant, je vais mettre prénom client, pour prénom du client. Je mets le type de données, caractère variable également. Donc le prénom du client peut être composé de, par exemple, 50 caractères. La taille. Après le prénom, j'aurai besoin aussi comme attribut du client. On aura besoin par exemple de son téléphone. Donc mes téléphones, téléphone du client, obligatoire le prénom. Ensuite le téléphone du client, je mets anti-long, donc ça sera uniquement du numérique, et son adresse ou lieu de résidence, les résidences, donc là où il habite, quartier ou ville ou bien région. Ok, je prends un caractère variable, taille, je peux prendre 70 comme caractère, mais ok. Donc le téléphone il est obligatoire, bon la résidence c'est facultatif, donc c'est pas obligatoire que je le mette. Donc mais si j'ai le numéro du client, le nom, le prénom et le téléphone, ça peut être suffisant pour identifier un client donné. Donc ça peut suffire comme information obligatoire. Et puis je ne coche pas obligatoire pour telle résidence parce que c'est pas aussi intéressant que ça. Alors je mets l'identifiant num client. Num client tel que je l'ai écrit ici. Donc je le reproduis là. Pour spécifier que c'est l'identifiant de l'entité client. Et après je fais appliquer et OK. Donc j'ai créé ma première entité qui va être la première entité de mon modèle logique. Donc voilà, je vais agrandir mieux, ça va être plus bon, voilà, plus clair. Donc ça c'est la première entité du modèle que nous allons faire. Je vais donc dans la palette également choisir une deuxième entité. Donc je prends encore l'objet entité que je vais glisser dans l'espace de travail. Ensuite, pour pouvoir modifier l'entité, je vais cliquer sur le pointeur. Je double-clique là. Je change le nom de l'entité. Je prends plat, par exemple. Je spécifie ses attributs. Alors là, je dirais qu'un plat est caractérisé par un identifiant, donc un code plat. Code plat également que je vais définir comme étant un identifiant. Il sera automatique, donc anti-long. Donc je dis que c'est l'identifiant principal. Il le coche automatiquement comme obligatoire. Ensuite, je définis le deuxième attribut, donc la désignation du plat ou le nom du plat. Désignation. Type de données, je spécifie caractère variable, taille 80 par exemple. Supposant qu'on aura des plats qui auront un nom assez long, je dis que cela est obligatoire. Ensuite, après désignation, je spécifie que chaque plat a un prix. Prix du plat. Donc le prix unitaire de chaque plat. Je spécifie le type de données. Je dis que c'est monétaire. Monnaie. Ok.
ça devrait suffire comme identifiant. Donc les quantités et autres seront également dans une autre table qu'on va désigner après plus tard commande. Donc je vais spécifier que le code plat représente l'identifiant principal. Donc je viens dans identifiant, je dis code plat. Code plat. Clique sur OK. Et là, il m'ajoute la deuxième entité qui s'appelle plat. Je vais déplacer ceci. Pour mieux voir. Voilà. Agrandir. Donc ça c'est la deuxième entité de notre modèle que nous avons. Et entre les deux, je vais donc insérer une association, à savoir qu'un client peut passer ou peut commander au minimum un plat. Une fois qu'il est dans le restaurant, au moins il commande un plat. Au plus, il peut commander plusieurs, parce qu'il peut être accompagné par plusieurs personnes. Et donc un plat de ce côté-là, donc un plat peut être commandé par au minimum un client et au maximum plusieurs. Donc je vais une association là, je viens dans la palette, donc je choisis association, que je glisse entre les deux. Ensuite, je clique sur le pointeur pour modifier l'association. Je double-clique là. Je mets commander. Commander. Je peux spécifier dans l'association donc des attributs. Donc ça va être une association porteuse de propriété. Je mets la date de commande. Date commande qui sera de type date. Date obligatoire. Ensuite, je prends la quantité commandée. La quantité commandée. Quantité commandée. Qui sera un entier. Un entier. La quantité commandée. Donc la date à laquelle la commande a eu lieu. La quantité commandée. Ça pourrait s'ouvrir comme on peut se limiter là comme attribut appartenant à la commande. Donc, je vais supprimer ça. Bien. Donc je vais appliquer et OK. Voilà. Donc voici mon association qui est porteuse de propriété. Donc j'ai une entité client. Donc le client qui passe la commande. Et puis une entité plat, donc les plats qui sont commandés. Comme ça. Et j'ai entre les deux une association porteuse de propriété, donc ayant deux propriétés. Donc je vais rectifier ça. Je vais mettre obligatoire pour la quantité. OK. Donc après avoir donc conçu les deux entités et puis l'association, je vais donc faire l'association entre les deux. Donc je viens dans la palette, je choisis lien d'association. Le lien d'association, je clique sur le lien d'association, je viens glisser sur la première entité. Donc de la première entité, je vais glisser vers l'association pour relier donc les deux. Et de la deuxième entité, je viens glisser pour lier l'association commandée. Voilà. Je viens sur la palette, je clique sur le pointeur, je modifie. Donc au moins un client peut passer au minimum et peut commander un plat, au maximum plusieurs. Et un plat peut être commandé 0 ou plusieurs fois. Donc il peut ne pas faire objet de commande du tout à une date donnée. Tout comme ici, il peut être commandé plusieurs fois. Donc 1 à n. Pour de client vers commande, on a 1 à n. Et de plat vers commande, on a 0 à n. Donc une association de plusieurs à plusieurs. Donc il va conduire à la création plus tard d'une table qui va être le résultat de la liaison des deux. Donc c'est fini la création du modèle conceptuel. Je vais enregistrer ce modèle là. Donc je vais créer un dossier pour cela. Je vais créer le dossier sur le bureau que je vais nommer
Ok, je mets C#, ok, modèle. Donc, je vais enregistrer le modèle conceptuel de données que je viens de créer dans ce dossier. Enregistrer. Donc, à partir de ce modèle conceptuel que nous avons conçu, nous allons générer le modèle logique de données. Donc, le modèle conceptuel MCD. De ce modèle conceptuel que nous allons créer, nous allons générer le modèle logique. Donc, pour cela, je clique sur modèle outil. Je viens dans outils, générer un modèle logique de données. Donc, à partir de ce modèle concept que j'ai conçu, je vais générer un modèle logique. Modèle logique. Je vais changer le nom. Mais MLD, donc modèle logique de données, commande restaurant. Je clique sur appliquer. Donc, la partie la plus difficile, c'est de pouvoir réaliser le modèle conceptuel. Il faut que ce modèle conceptuel de données soit correctement fait, parce que s'il y a des redondances, donc il y a des redondances de propriétés, des propriétés qui se répètent dans les différentes entités, ça va être après un véritable casse-tête lors de la création de la base de données, et parce que le parent va refuser, donc il va signaler des erreurs au niveau de ces champs-là qui se répètent dans les différentes entités. Donc il faudra veiller à ne pas créer des champs multiples qui se ressemblent dans les différentes entités, et à veiller à ce que le type de données soit défini. Veillez également à ce que les identifiants principaux, les principaux identifiants de chaque entité soient définis. Donc, je vais cliquer sur appliquer et OK pour générer le modèle logique. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, vous verrez liste des résultats, aucune erreur à l'intérieur. Donc, vous avez le modèle logique de données généré à partir de mon modèle physique et conceptuel. Donc, là, j'ai là maintenant l'entité table, l'entité plutôt client que vous avez là. Ensuite, vous avez la relation commandée entre les deux. Ensuite, l'autre entité. Et vous avez les différents types. Donc, je vais enregistrer ce modèle logique. Donc, MLD dans le même dossier. Et à partir de ce modèle logique, je vais créer donc le modèle physique de données. En disant outil, générer un modèle physique de données. Générer un modèle physique de données. Bien. Donc, dans la génération de modèles physiques de données, je vais choisir dans quelle base de données je vais donc créer cette base de données. Dans quel gestionnaire plutôt je vais créer ma base de données. Donc, à partir de la liste déroulante SGBD. Donc, je vais choisir le gestionnaire dans lequel je vais générer ma base de données. Donc, vous avez plusieurs options, plusieurs gestionnaires qui sont disponibles dans Power AMC qui vous proposent quels sont les gestionnaires dans lesquels vous pouvez générer votre base de données. Donc, vous avez toute une longue liste de gestionnaires disponibles dans Power AMC qui vous permet donc de générer une base de données à partir des modèles logiques et modèles physiques, de générer votre base de données dans le gestionnaire que vous souhaitez, que vous maîtrisez mieux. Donc, moi, je choisis SQL Server 2008. Donc, je vais donc changer le nom du modèle. Donc, ce n'est plus le modèle logique de données, ça va être le modèle physique de données. Donc, je vais mettre MPD. Et à partir de là, je vais donc créer mon modèle physique. Je clique sur appliquer. Et OK. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur du tout. Donc, j'ai mon modèle physique de données que j'ai obtenu à partir du modèle logique. OK. Donc, vous avez les différentes tables désormais et les associations, les relations cette fois-ci. Donc, la table avant l'entité client donc se transforme en table ici avec ses différents attributs et les types qui sont associés. Donc là, les types qui sont générés sont les types exactement qui correspondent au type du gestionnaire que j'ai choisi. Donc les types dépendent ici. Les types qui s'affichent dans les différentes tables ici dépendent du gestionnaire que vous aurez choisi.
vous avez choisi par exemple une base de données Oracle ou bien MySQL, les types qui seront générés c'est en fonction effectivement de type prise en charge par ce gestionnaire-là. Donc je vais enregistrer également ce modèle physique dans le même dossier MPD. Donc à partir de ce modèle physique, je vais créer désormais le script de génération de la base de données. Donc je vais créer un script qui me permettra de générer ces objets, donc ces trois tables que j'ai obtenues à partir du modèle physique. Donc je vais créer le script qui me permet donc d'implanter ma base de données dans SQL Server automatiquement. Donc je vais dans SGBD, je clique sur générer la base de données. Donc il me spécifie l'emplacement vers lequel il va mettre le script. Donc je vais changer l'emplacement. Je choisis le bureau, là où j'ai mis tout à l'heure, voilà, le dossier C# modèle. Donc je vais choisir le dossier C# modèle pour qu'il y mette le script de base de données. Ensuite, je vais changer le nom du script. Ça, c'est un ancien script que je vais créer auparavant. Je vais mettre C#. Je mets pour C#. Pour C#. Maintenant, vous avez deux options là. Une option qui vous permet de générer le script seulement, donc de créer le code SQL qui permet le code SQL correspond à la création de ces différents objets, de ces différentes tables et les relations. Ça, c'est la première option qui est la génération d'un script. Ou vous pouvez choisir génération directe comme ça. Vous avez déjà une base de données qui est déjà automatiquement qui est prêt à recevoir ces objets. Donc, cette base de données doit être créée dans SQL Server ici. Donc, je m'en vais créer la base de données dans SQL Server. Donc, je vais créer une nouvelle base de données. Nouvelle base de données. Alors la machine elle est un peu lente, donc on va patienter un peu. Voilà, exactement. Alors database name, donc je vais spécifier le nom de ma base de données. Je vais dire G-Restaurant. Donc comme gestion restaurant, je vais le nommer comme ceci, gestion restaurant. G-Restaurant. Je spécifie le propriétaire de la base de données. Puis après me générer les modèles. Je choisis cet utilisateur qui est un super utilisateur. Et après, je clique sur OK. Voilà. Il est en train de générer la base de données. Une base de données vide, bien sûr. Il va créer une base de données vide qui ne contient aucun objet personnel, bien sûr. Bien évidemment, il va mettre des objets système, donc les tables système, les vues système, les procédures stockées système seront créées automatiquement en fonction de la base de données modèle qui est dans SQL Server. Donc, nous allons donc à partir de notre modèle PowerAMC créer voici donc la base de données qui est là avec l'ensemble de ces objets, donc les tables système qui sont là, et puis les vues, les synonymes, les choses, les procédures stockées. Donc ça, c'est les éléments par défaut qui sont générés. Donc il n'y a pas de table personnelle que j'ai créée à l'intérieur de la base de données. Donc je vais, à partir de mon modèle PowerAMC que j'ai créé là, donc générer ces différents objets. Donc ces trois objets que j'ai obtenus à partir de mon modèle physique. Donc je vais générer ces objets là dans la base de données que je viens de créer là. Mais pour cela, il me faut encore un autre outil que je dois utiliser. Donc, je dois utiliser les services ODBC de Windows pour pouvoir générer, donc pour que cela soit une liaison entre le PowerAMC et la base de données que j'ai créée dans SQL Server. Donc, je répète donc, pour que je puisse générer ces objets que j'ai créés dans PowerAMC dans le SQL Server, il me faut utiliser les services ODBC de Windows pour pouvoir générer. Donc, ils vont servir de liaison entre le PowerAMC et le SQL Server. Donc, je vais générer à partir de PowerAMC à travers le ODBC, mais la création, le script de création des objets
de ma base de données. Donc, pour être plus clair, je vais dans panneau de configuration, système et sécurité, outils d'administration, et je prends source de données ODBC 64 bits parce que j'ai un système 64 bits, donc je vais choisir source de données 64, ODBC 64 bits. Donc l'objectif de cette partie-là, c'est de pouvoir créer une source de données, donc une liaison entre le PowerAMC, donc dans lequel j'ai généré mes modèles, et mon gestionnaire SQL Server, donc de pouvoir créer une liaison, donc un pont entre les deux afin de pouvoir générer à travers ce pont les objets que j'ai obtenus dans PowerAMC. Donc je vais créer source de données. Donc je vais ajouter une source de données. Une source de données, je vais source de données fichier, je crois. Source de données utilisateur, voilà, c'est ça. Source de données utilisateur, j'ai dit ajouter. Je choisis le type de source de données, donc de gestionnaire, je prends SQL Server. Je dis terminer. Donc je donne le nom de ma source de données, je vais dire par exemple GRestaurant. Restaurant comme source, le nom de la source de données. Description, okay. Création obligatoire, la description n'est pas obligatoire. Création de la base de données gestion restaurant. Donc je spécifie le serveur, le nom du serveur c'est le nom de la machine, puis je dois me connecter. Par défaut, je prends le serveur local. Ok, local, donc la machine en cours. Je clique sur suivant. Donc, je choisis le type d'authentification SQL Server qui me permet donc de spécifier tout à l'heure quand j'ai créé la base de données, j'ai spécifié le nom d'utilisateur, donc qui me permet de spécifier un nom d'utilisateur SQL. Donc, je spécifie le nom de connexion. J'avais choisi l'utilisateur UTG. Le mot de passe, je vais taper le mot de passe. Puis je clique sur suivant. Voilà. Donc je vais choisir la base de données dans laquelle il va générer les objets. Donc la base de données par défaut que j'ai créée qui s'appelle GRestaurant. Et puis je dis suivant. Terminé. Je teste la source de données. Les tests de connexion effectués avec succès. Donc ça veut dire que déjà la liaison est établie entre ma source de données ODBC et la base de données. Donc à partir de PowerAMC, désormais, je pourrais spécifier ces sources que je viens de créer afin qu'elles puissent générer les objets. Pardon. Les objets dans la base de données. Donc, j'ai déjà la source de données qui s'appelle GRestaurant, type 104 bits, 3204 bits, voilà. Je clique sur OK. Donc, après avoir créé la source de données ODBC, je m'en vais donc dans PowerAMC. Donc, je reviens dans PowerAMC. Je choisis l'option génération directe et à partir de génération directe, je choisis la source de données à laquelle je veux me connecter. Je choisis connecter. Donc, source de données ODBC machine, je choisis la source que je viens de créer. GRestaurant. Je spécifie le nom d'utilisateur que je viens de spécifier tout à l'heure. Je tape le mot de passe. Je suis connecté. Bien, donc ça veut dire que la connexion a réussi et que c'est bon. Donc à partir donc de ma base de la source de données ODBC que j'ai créée, je vais générer dans la base GRestaurant que j'ai créé dans SQL Server. Donc je vais générer automatiquement depuis PowerAMC les objets que j'ai obtenus tout à l'heure, ces objets là. Donc ces objets que j'ai ici, je vais les générer à travers la source de données ODBC dans la base de données GRestaurant. Donc on y va. Je clique donc sur appliquer et OK. Donc si tout se passe bien, voilà, il va m'envoyer le script de création de
des objets, donc des tables, je pourrais à partir de là modifier le script pour l'adapter pour qu'il puisse générer avec les liaisons à l'appui. Donc ça, c'est le script de création de la table client que vous avez là, le script de création de la table commande, et puis plat. Donc il génère les scripts en fonction de l'ordonnancement, donc l'ordre dans lequel les objets ont été, vous avez constaté, les objets ont été générés là. Donc ça fonctionne de ça. Donc vous avez quelques avertissements par rapport au fait que je n'ai pas créé d'index. Donc ça, ce n'est pas grave. Quand il y a des alertes comme ça, ce n'est pas grave. Mais ce qui pourrait empêcher effectivement la création de ce script-là, c'est lorsqu'il y a des erreurs. Ces alertes-là ne sont pas graves. Donc je vais modifier mon script pour permettre à ce que les objets, les tables soient créées automatiquement avec les liaisons. Donc je vais donc utiliser ceci. Donc je vais modifier l'ordre parce que la table là doit être créée en première position avant la table commande. J'envoie ça vers la fin. Donc il doit d'abord créer la table client, ensuite la table plat et enfin en dernière position, étant donné que la table commandée est une table résultant entre les deux tables. Donc, je vais donc spécifier dans la table commandée les différentes liaisons pour qu'il puisse directement les générer une fois créées. Donc je vais modifier la structure de la table commandée en spécifiant un autre identifiant comme clé primaire. Donc je vais insérer une nouvelle colonne là que je vais appeler ID commande qui sera de type big int. Big int, je spécifie que c'est un champ obligatoire, donc non nul, et je dis que c'est un identifiant auto-incrément identity, que c'est auto-incrément, mais identity, le point de départ de l'incrémentation et le pas d'incrémentation, une virgule. J'ai créé une nouvelle colonne dans la table commandée pour éviter effectivement les redondances dans la table. Donc lui, il a choisi les deux entités, les clés primaires des deux entités comme étant identifiant principal. Donc moi, je spécifie une nouvelle colonne pour éviter les redondances et pour permettre donc l'ajout des commandes multiples. Donc je mets ID commande big int, not nul, identity, et je spécifie que ça c'est la clé primaire. Donc je mets constraint pk commandé primary key cluster. Cluster, ça veut dire indexé. Raison pour laquelle vous avez ces alertes là pour dire que effectivement on n'a pas spécifié, parce que par défaut PowerMC ne spécifie pas que les identifiants sont des identifiants qui sont des index ordonnés. Donc cluster, ça veut dire que c'est un index ordonné qui porte sur la colonne ID commande. Donc je vais changer l'identifiant. Désormais ce n'est pas la concaténation des deux. Je spécifie que c'est ID commande qui constitue l'identifiant de cette table là. ID commande et virgule. Je spécifie les deux clés que j'ai créées, constraint. Je crée donc une contrainte sur la commande. Donc je mets fk commande foreign key, clé étrangère. Spécifie donc les clés étrangères contenues dans cette table foreign key. Donc le nom de la clé étrangère, ça va être numéro client. Numéro client. Qui vient de la table client. Et de la table client. Donc je spécifie que dans la table commandée, la colonne ligne client représente une clé étrangère et ça vient de la table client. Si je crée la deuxième contrainte, constraint, mais fk commandé, je vais modifier ça, c'est commandé client.
Deuxième clé, c'est commander. Donc, liaison entre la table commandée et plat. Et le plat. Spécifier, c'est une clé étrangère également. Foreign key. Code plat. Provenant de la table plat. La table plat. Voilà. Donc, ma table, elle est complète maintenant. J'ai les différents éléments. Donc, je dis que c'est une clé. J'ai spécifié d'abord la clé primaire qui porte sur la colonne ID command. Ensuite, j'ai spécifié que les deux colonnes qui sont ajoutées, c'est-à-dire savoir le numéro du client et le code du plat, sont des clés étrangères provenant des tables respectivement la table plat et la table client. Donc, ensuite, je viens dans la table client. Je spécifie que la colonne numéro client est une colonne auto-incrément. Donc, je mets identity. Spécifier, c'est une colonne auto-incrément. Je mets la virgule. Donc, numéro client est une colonne clé et c'est auto-incrément. Je vais faire la même chose ici. Identity. Le début de l'incrément et puis le pas d'incrémentation. Donc, une fois que ces modifications sont terminées, il suffit juste d'enregistrer les modifications et puis à partir de là, je valide le code SQL. Donc, je clique sur exécuter pour qu'il puisse générer automatiquement ces scripts dans ces objets dans la base de données. Donc, j'ai oublié de spécifier que ce sont des clés indexées. C'est des index ordonnés, cluster. Je vais rester à nouveau la modification. Tout est correct. Le nom client, on a dit que c'est caractère variable taille 25, que c'est obligatoire. Le prénom du client, c'est caractère variable taille 50, obligatoire. Le téléphone, c'est un entier long. La résidence, non, taille, caractère variable taille 70, non obligatoire. Le plat, on a le code du plat, qui est un entier long, obligatoire, et de type auto-incrément. La désignation, le prix, qui est monétaire. Ensuite, on spécifie la clé primaire. Et que cette instruction signifie, ce mot-là signifie que c'est un index ordonné. Alors, je crois que tout est correct, tout est au point. Il ne me reste plus qu'à générer le code SQL pour pouvoir générer, créer la table, les objets. Donc, je vais faire ceci aussi. Modifier là. Voilà, comme ça. Respecter l'ordre. Je vais arrêter la modification et je clique sur exécuter. Voilà. Vous pouvez constater, donc on dit instruction SQL correctement exécutée. Donc tout devrait bien se passer et comme ça, vous pouvez le voir. Je vais juste maintenant dans ma base de données SQL Server, je vais l'ouvrir, actualiser et je vais ouvrir au niveau des tables. Vous avez les trois. Donc vous avez vos objets tables, clients, commandes et plats qui sont là. Je vais à partir de là-bas créer le diagramme, donc la relation. Donc je vais cliquer sur nouveau diagramme. À partir du nouveau diagramme, je vais ajouter les trois tables que j'ai créées. Bien, donc j'ajoute les trois tables. Ajouter. Voilà. Et voilà. Donc, voici comment prend forme notre base de données. À partir de PowerMC, donc vous avez suivi depuis le début comment j'ai pu créer le modèle conceptuel d'abord, ensuite le modèle logique que j'ai pu générer à partir du modèle conceptuel que j'ai fait. Et à partir de ce modèle logique, j'ai créé le modèle physique. De ce modèle physique, j'ai créé le script de génération de la base de données en utilisant le SQL Server et puis les sources de données ODBC. Donc voici comment on prend fin la première partie de ce tutoriel consacré à l'apprentissage du C#.
du bout en bout. Nous allons donc continuer ce tutoriel dans les prochains cours. Donc dans les prochains cours qui vont venir, nous allons donc aborder le deuxième chapitre, comment créer le projet lui-même sous Visual Studio 2010 et comment lier ce projet que nous avons à notre base de données que nous venons de créer sur SQL Server. Donc je vous demande d'être patient et de nous retrouver bientôt dans le prochain cours. Donc ne ratez surtout pas le début de ces cours, donc parce que c'est une suite logique que j'ai commencé. Ça va être une longue séance de cours consacré uniquement à l'apprentissage du C#. Donc ce tutoriel que j'ai consacré à ce langage qui est un langage très efficace, très performant, orienté objet, très compétitif, parce que permettant disons de faire des applications web et des applications mobiles très efficaces qui s'exécutent non seulement sur les différents terminaux mais également sur PC. Donc à bientôt, nous allons nous retrouver pour le chapitre 2 consacré à la création, comme je l'ai dit tout à l'heure, du projet et à la liaison de cette base de données que nous venons de faire avec notre projet Visual Studio. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous.